je dirais, partie prenante dans, je dirais, dans son propre soin, en compagnie d'une équipe soignante. Merci, Jonas. Merci. J'attends mes diapos. Ça arrive? Merci. Alors, lorsque j'ai vu le titre « Être acteur de sa santé », je me suis dit, c'est l'esprit de l'éducation thérapeutique. Et parler d'éducation thérapeutique, c'est partir aussi des maladies chroniques. Et quand on sait qu'en France, une personne sur 4 est atteinte de maladies chroniques, c'est-à-dire 20% de la population française vit avec une maladie chronique. Et 80% des consultations sont des consultations en rapport avec une maladie chronique. Et la maladie chronique, habituellement, est silencieuse et lentement progressive. Et ceci crée un décalage entre la réalité de l'état de santé et la perception que les patients se font de leur état de santé. Et on sait aussi que lorsqu'on est atteint d'une maladie chronique, on est amené à avoir des traitements complexes et qui, par définition, sont des traitements au long cours. Alors, après cet état de lieu assez rapide, il faudrait savoir que la maladie chronique entraîne forcément une modification de la relation entre le patient et le soignant. Et dans cette relation, l'un et l'autre doivent renoncer à la guérison. C'est bien de ça qu'il s'agit, renoncer à la guérison. Et lorsqu'on renonce à la guérison, il faut imaginer une modification de la relation qui va changer totalement. Changer pourquoi? Parce que la relation traditionnelle de type paternaliste, où le médecin devient un acteur qui dirige, qui devient un acteur qui prescrit et qui est dans une posture d'autorité dans la maladie chronique, cette relation doit changer pour devenir une relation de partenariat. Pourquoi partenariat? Parce qu'il faudrait que ce soit une relation d'échange. Échange pour que le médecin, le soignant, puisse apporter son savoir au patient, mais le patient doit s'approprier ce savoir pour devenir acteur de sa santé, pour devenir autonome, pour faire des choix et pour gérer, en fait, tout ce qui a trait à sa santé. Habituellement, dans le domaine médical et dans d'autres d'ailleurs, on fait de l'information. Mais je voudrais vous dire que informer, ce n'est pas faire de l'éducation thérapeutique. Lorsqu'on informe, la plupart du temps, on se positionne comme un professeur qui délivre une information à ses élèves. Et ça, lorsqu'on le fait habituellement, on ne se soucie pas du tout de ce que la personne informée peut faire de cette information. Quelle est l'utilité de l'information pour la personne à qui on délivre cette information? Parce qu'en réalité, l'information est centrée sur les références et les activités de ceux qui la donnent. Et l'information ne suffit pas pour changer de comportement. Lorsqu'on parle d'éducation thérapeutique, on parle d'aider le patient à utiliser le savoir que possède le soignant. Et il faudrait que le patient puisse donner du sens à ce savoir qui lui permettra de changer de comportement. Alors je voudrais dire que le savoir savant du médecin, du soignant, doit permettre à la personne soignée, doit permettre au patient de faire des choix, de comprendre sa maladie
de s'approprier les savoirs de sa maladie et pour lui permettre de changer de comportement, de changer de mode de vie. Alors, dans l'éducation thérapeutique, il y a un partenariat soignant-soigné et ce partenariat permet à la personne soignée d'acquérir des compétences, de comprendre sa maladie et son traitement et d'améliorer l'observance et la qualité de vie. Et quand on parle d'observance, c'est quelque chose de très complexe parce que observance, c'est un comportement qui permet de suivre avec assiduité et régularité ce qui a été prescrit par le médecin. Alors, en pratique, comment fait-on concrètement lorsqu'on fait de l'éducation thérapeutique? La première chose consiste à comprendre le point de vue du patient et son ressenti. On invite donc le patient à s'exprimer pour qu'il décrive sa vie avec la maladie. Alors, comment décrit-on sa vie avec la maladie? D'abord, la personne malade, qu'est-ce qu'elle a? Quel est le retentissement de la maladie et des traitements pour sa vie au quotidien? C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à saucissonner la personne malade. On a tendance à traiter des organes. Une personne malade, ce n'est pas un cœur, ce n'est pas un estomac. Une personne malade, c'est un tout. Et il faudrait prendre en charge la personne dans sa globalité. Et prendre en charge quelqu'un, prendre en soin quelqu'un, suppose qu'on sait à qui on a affaire. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que cette personne fait? Parce qu'on sait que des maladies chroniques peuvent avoir des répercussions sur les activités professionnelles de la personne et sur ses activités sociales. Et ensuite, qu'est-ce que la personne sait? Parce que la plupart du temps, l'image que la personne malade se fait de sa maladie peut être très, très éloignée de l'idée que le soignant se fait de la maladie. Le soignant, avec son savoir, a une certaine idée de la maladie et parfois, le soigné a une représentation de sa maladie qui diffère totalement de l'idée même qu'on se fait de cette maladie. Ensuite, la personne malade, qu'est-ce qu'elle est, cette personne? Son environnement familial, son environnement conjugal, son lien avec la société. Et enfin, quand on fait de l'éducation thérapeutique, il faudrait savoir ce que veut la personne malade. Quelles sont ses priorités? Dans l'éducation thérapeutique, on parle des priorités du patient. Et bien entendu, il faut s'attendre à ce que le patient, la personne qui souffre d'une maladie chronique, puisse définir ses priorités. Et pour pouvoir réussir ensemble, effectivement, il faut partir des priorités de la personne qui souffre d'une maladie chronique. Et en termes savants, on parle souvent de dimension bioclinique, dimension socio-professionnelle, dimension cognitive, dimension psycho-affective et de dimension projective. Alors, quand on fait de l'éducation thérapeutique, on conçoit des ateliers. Et les ateliers sont toujours conçus en fonction des objectifs des patients. Lorsqu'on oblige un patient à assister à un atelier qu'il n'a pas choisi, ça peut être très ennuyeux et ne pas répondre à ses priorités. Et la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Quand, après un bilan éducatif, on s'aligne sur les priorités du patient, là, il y a un intérêt
Et la plupart du temps, il faudrait qu'un atelier d'éducation thérapeutique soit ludique, interactif, participatif, et souvent, il faut que ce soit en petits groupes. Et une éducation thérapeutique, un atelier d'éducation thérapeutique doit toujours être évalué, une synthèse doit être faite, et il faudrait s'assurer de la satisfaction de ceux qui ont assisté à cet atelier. Une fois que c'est fait, comment est-ce qu'on va accompagner le changement de comportement, le changement d'habitude? Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut savoir que changer, c'est difficile. Dans les maladies chroniques, changer de comportement, changer d'habitude n'est pas chose facile. Et le soignant doit s'évertuer à accompagner la personne malade pour réussir ce changement. La personne malade peut être ambivalente. C'est un comportement tout à fait normal. On ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Il faut changer ou pas. Il peut y avoir des réticences. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Mais il ne faut pas désespérer. Le soignant doit toujours accompagner le soigné. Il peut y avoir une résistance, parfois même une attitude défensive, une opposition. Là aussi, il faut savoir travailler la résistance et on demande aux soignants quelques qualités pour réussir l'éducation thérapeutique. D'abord, l'empathie, dont on a parlé tout à l'heure. L'empathie, c'est tout simplement en éducation thérapeutique la compréhension de la personne sans adhésion ni jugement. Quel que soit ce qu'on nous dit, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour essayer de comprendre. Une attitude d'acceptation et de respect. Cela suppose aussi que lorsqu'une personne malade nous parle, et ça s'adresse surtout aux soignants, il faudrait qu'on ait une écoute active. Écouter avec précision ce que dit le patient et parfois décoder ce qu'il a voulu dire. Lorsqu'on écoute activement quelqu'un, on a une certaine posture. On n'est pas là à taper sur son ordinateur pendant qu'un patient se livre. On n'est pas là non plus à regarder ailleurs lorsqu'on nous parle. Il ne faut pas être fermé à la personne. Il faut manifester une certaine proximité vis-à-vis de la personne qui nous parle. Et souvent, dans cette relation, ce qui est dit peut ne pas être bien compris. Et il faudrait essayer de faire une reformulation. C'est-à-dire que le soignant doit essayer de redire avec d'autres mots ce que le patient vient de dire. Et souvent, il y a des surprises. Cette reformulation, elle est nécessaire parce qu'elle permet de se comprendre réellement. Et le médecin ou le soignant est souvent dans le reproche et pas souvent dans la valorisation. En éducation thérapeutique, le patient doit toujours être valorisé aussi pour les efforts qu'il fait, fut-il minime. Mais il faut pouvoir trouver un espace pour valoriser le patient et ne pas tout le temps être dans la critique ou dans des reproches. Et j'ai quelques citations qui résument un peu l'esprit de l'éducation thérapeutique. 1. Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Elle est de Gandhi. Une autre citation de Benjamin Franklin. Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. Et enfin, Blaise Pascal, par cette citation, résume entièrement l'esprit de l'éducation thérapeutique. On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées
que celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Je vous remercie.